se fait dans le cadre du workshop, de l'art qui s'intitule À 1000. Donc nous allons commencer aujourd'hui. Pour ceux qui ont participé, donc il y a un peu à double détente cette intervention. Elle s'adresse évidemment à tout le monde et elle s'adresse en particulier aussi à ceux qui ont participé à l'art cet après-midi, puisque c'est un élément du travail et en sorte un prolongement de ce qu'on a, et un approfondissement de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je me présente, Pascal Pic. Je suis plutôt du côté du commissariat de la critique d'art, voire est-ce qu'il y a des esprits réfractaires dans la salle? Non, ça va? C'est le musée de la musique. C'est possible. Donc j'ai une formation d'historien de l'art. J'ai aussi travaillé pendant plusieurs années dans différentes structures, dont le nouveau musée à Villeurbanne, le musée des abattoirs à Toulouse, le FRAC Midi-Pyrénées, comme directeur de FRAC. J'ai arrêté en 2012 et j'ai lancé le musée de la musique sous la forme d'une association avec un projet qui se développe depuis 3 ans. Donc ce projet en fait il vient de différentes choses, notamment il vient d'une grotte, la grotte du Magazine en Ariège et d'une exposition qui s'est développée pendant 3 années entre 2009, 10, 11. Et pendant ces 3 années on a fait revenir une 50aine d'artistes dans cette grotte du Mazazil, qui est une grotte préhistorique, éponyme dans le sens où elle a donné son nom à une période de la préhistoire, l'Azilien, entre moins 12 et moins 8, autour de moins 10 000. C'est-à-dire en fait c'est la transition, c'est le passage de la culture ou de la civilisation des chasseurs-cueilleurs à la nôtre. C'est à partir du moment où on va domestiquer à la fois le territoire, les animaux. Et c'est vrai que cette exposition a annoncé un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous montrer toute l'exposition, mais seulement quelques éléments. Donc l'exposition s'intitulait déjà Dreamtime, le temps du rêve, art contemporain, grotte art contemporain et transhistoire. Dreamtime, c'était un hommage en fait au Dreamtime des aborigènes. Donc, les aborigènes d'Australie ont un système qu'on appelle comme ça, le temps du rêve. Alors on dit que c'est une religion, on dit que c'est une mythologie. En Occident, on a un peu de mal en fait à parler de ça. Toujours est-il que c'est une forme de disposition, on va dire, qui consiste à relier le monde réel et les mondes de l'invisible dans une forme de permanence, soit dans des rituels, soit dans des œuvres d'art. Et c'est vrai que les aborigènes en fait ont été à la fois contemporains des premiers artistes qui ont œuvré dans cette grotte du Mazazil autour de moins 17 000 ans. Puisque la civilisation aborigène, on dit que c'est la civilisation la plus, à la fois la plus ancienne, mais en tout cas la plus continue dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle est toujours vivace aujourd'hui. Et donc, ces aborigènes étaient à la fois contemporains des premiers habitants de la grotte et de nous, d'où le renvoi à leur culture et l'hommage aussi qui leur était rendu ici dans cette exposition. Ça c'est juste une image de l'ouvrage, du catalogue, je ne sais pas si vous l'avez ici, mais ce serait peut-être bien de se le procurer parce que c'est vrai qu'il dit un certain nombre de choses. Notamment, c'est la première fois où je vais expérimenter en fait le principe vraiment fondateur du musée de l'invisible et qui va consister en fait à articuler 3 approches ou 3 paroles. La première, c'est l'approche de notre pensée, enfin rationnelle, occidentale, voire scientifique. La seconde, c'est la dimension ou la parole artistique. Et la troisième, c'est celle des cultures de l'invisible. Donc je vais développer après ce que j'entends par culture de l'invisible. Tout cela est venu donc de l'expérience, en grande partie de l'expérience de la grotte, au moins sur 2 niveaux. Donc, dans cette grotte, juste un
un petit exemple de ce qu'on peut y trouver, donc, parce que le Mazazil, c'est pas Lascaux, fort heureusement, sinon on n'aurait jamais pu mettre les pieds dedans, d'une part, ni créer des œuvres. Et le Mazazil est connu essentiellement pour des œuvres d'art mobilier, c'est-à-dire des objets, mais aussi pour ce portrait qui est très très rare dans la préhistoire. Il est difficile de le dater, mais on le date de la période magdalénienne, autour de moins 12 000, 14 000, 16, entre 16 14, on ne sait pas trop. Mais c'est effectivement un rare portrait, un des rares portraits humains, enfin supposés humains, qu'on trouve dans l'art pariétal, qui plus est sous cette forme-là, c'est-à-dire sous une forme de gravure. Alors je vous le montre aussi parce que ça a été un élément très important de ce parcours, dans le sens où c'est là que j'ai compris quelque chose de cet art pariétal par rapport à l'image. C'est-à-dire que j'avais effectivement, comme beaucoup de personnes, l'idée que l'art de la préhistoire, c'était de tracer sur une paroi, hein, donc une forme de projection. Et on dit d'ailleurs encore aujourd'hui que dans l'art de la préhistoire, on projette des animaux. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt l'inverse, que ce n'est pas une projection d'image ou d'une réalité extérieure, mais que les préhistoriques, en fait, ont tracé, ont peint, ont incarné, on parlait d'incarnation tout à l'heure, des choses qui, plutôt que de venir des cerveaux, viendraient de l'intérieur du rocher, de l'intérieur de la montagne, de l'intérieur d'une dimension qu'on ne sait pas trop nommer, mettons qu'on l'appelle l'invisible aussi, et que la paroi, alors, aurait joué plutôt le rôle d'une sorte de membrane, d'un espace de transition, d'une forme de porosité. En tout cas, c'est l'interprétation qu'en font les préhistoriens les plus avancés pour le moment. Ça a été aussi l'objet de différents travaux. Alors là, je montre un travail de Delphine, puisque Delphine, c'est vrai que ma présence ici est liée à une relation de travail, véritablement, hein, qu'on a depuis plusieurs années. Et c'est vrai que tu as un rôle très important dans cette exposition, dans le sens où tu as effectivement travaillé cette dimension à la fois de l'image, de la paroi, et en faisant une sorte de rencontre transhistorique entre l'image projetée et l'image qui sortait du rocher. Il y a aussi une cinquantaine d'artistes, je ne vais pas tous les passer en revue, mais on peut parler de Gary ou d'Alain Séchasse, ou encore de Christophe Verdaguer et Marie Péju. Je les montre parce que, avec quelques œuvres, il y a eu des événements un peu particuliers qui ont originé un certain questionnement, dont cette œuvre de Christophe Verdaguer et Marie Péju, dont je vais parler un peu plus longuement parce qu'elle agit comme une sorte de déclencheur. Donc les artistes sont venus faire un repérage dans la grotte, comme la plupart des autres d'ailleurs, et au terme de ce repérage, ils ont proposé un projet. Et quand ils m'ont proposé ce projet, ils m'ont dit on a besoin de quelqu'un qui fait des enregistrements en TCI. La TCI, je ne savais pas du tout ce que c'était, en fait c'est la transcommunication instrumentale. C'est-à-dire c'est le fait d'enregistrer des voix, on ne sait pas d'où elles viennent exactement, sur des bandes magnétiques. Aujourd'hui on peut le faire avec des programmes, sur des ordinateurs, avec des logiciels particuliers qui enregistrent et surtout qui permettent d'écouter l'enregistrement à une vitesse de défilement différente, et avec des modulations, si bien qu'on peut entendre des fois des voix. Alors d'aucuns nous disent que ce sont des voix de défunts, des voix de l'au-delà. Alors il est vrai que j'avoue que je n'avais jamais trop abordé ce genre de questions. Il est vrai aussi que Christophe Verdaguer et Marie Péju ont travaillé à plusieurs reprises sur des questions de ce type-là, mais d'une manière, on va dire, plutôt psychoanalytique, en mettant un peu à l'écart la question, une question liée à on y croit, on n'y croit pas, en privilégiant en fait la dimension de la matière. Toujours est-il que j'ai trouvé quelqu'un qui fait ce type d'enregistrement, et je l'ai invité à venir dans la grotte du Mazazil faire une séance d'enregistrement. Donc cette personne est venue avec son magnétophone, a posé des questions. Donc il avait un papier comme ça, et en fait il posait des questions, et il tendait le magnétophone. Bon, okay. Il enregistrait, après il est rentré chez lui. Et quelques jours après, il m'appelle et il me dit
Oui, effectivement, j'ai eu des choses. Je me fait écouter comme ça au téléphone, et effectivement, il y avait une voix très distincte de femme qui disait le feu, comme ça, qui répétait 2-3 fois le feu. Et il y avait aussi d'autres voix un peu brouillées comme ça, mais on ne comprenait pas bien. Bref, les artistes vont prendre cette matière, et en fait, leur sculpture, ça va consister à réaliser en stéréolithographie, vous savez, c'est ce processus de photocopie de 3 dimensions, avec une résine translucide. Donc, en fait, ils ont fait une photocopie 3D d'un Revox. Donc, vous savez, c'est pareil avec la bande magnétique d'enregistrement sonore, qu'on utilisait plutôt dans les années 60-70, avec des sortes d'oreilles de Mickey. Donc, ils ont réalisé cet appareil avec de la résine translucide. Il y a le micro, et en même temps, la bande son, où il y a cet extrait, il y en avait d'autres d'ailleurs, hein, ils l'ont remixé. Donc on a une espèce de bande son un peu de l'au-delà, comme ça, qui était diffusée en même temps. Comme si en fait l'objet avait été, mon cher Victor, on parlait de fantôme, comme si l'objet avait été fantomisé par les voix qu'il avait lui-même enregistrées. Donc, au-delà du fait que c'est une très belle pièce, c'est une pièce qui m'a posé un certain nombre de problèmes. Vous pouvez peut-être imaginer. Un, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et là, je suis dans la position du commissaire d'exposition, normal, logique, rationnel, effectivement, face à ce type de phénomène. Je m'interroge. Évidemment, je me dis, c'est un trucage. Donc, je revois la personne qui a fait la chose, et je lui demande comment il a procédé. Il me montre, et j'en arrive à la conclusion que ce n'est pas un trucage. Bon, soit, pourquoi pas. Ensuite, en tant qu'effectivement responsable d'institution, qu'est-ce que je fais de ça, hein, comme élément? Est-ce que je l'intègre dans le discours sur l'œuvre, ou est-ce qu'au contraire, je le cache? Comment je le gère? Donc tout un tas de questions en fait, qui sont venues, parce que c'est vrai que ce type d'intrusion de l'invisible, d'une dimension autre, ne va pas sans conséquence à plein de niveaux. Donc en quelque sorte, c'est un des éléments aussi fondateurs de ce qui va se passer par la suite en termes d'interrogation, en termes d'ouverture de champs d'investigation, de recherche, mais aussi de création. Deuxième élément qui a été important dans la grotte, dans le travail avec la grotte, c'était la rencontre avec Jean-Claude. Jean-Claude est on dit que c'est le grand préhistorien français, c'est un peu le doyen maintenant de la préhistoire. Jean-Claude, c'est quelqu'un qui a fait le fameux livre en 1994, Les chamans de la préhistoire, qui a révolutionné en fait l'approche de l'art de la préhistoire en apportant une théorie plus ou moins nouvelle, mais en la précisant en tout cas, qui était de dire que l'art de la préhistoire devait être regardé, si on voulait en savoir un peu plus, après les interprétations, notamment structuralistes et post-structuralistes, à la Leroy-Gourhan. Si on voulait en savoir plus sur cet art des grottes et mieux l'appréhender, il fallait repasser par les cultures chamaniques. Et c'est effectivement la réponse que Jean-Claude me fait à une question très simple. Je dis, mais Jean, comment se fait-il, selon vous, pourquoi l'être humain va comme ça au fond de la montagne, parce qu'en plus le Mazaghi, comme je dis, c'est pas Lascaux, ce qui veut dire que, donc, là par contre c'est une image de la grotte Chauvet, c'est-à-dire qu'au Mas d'Asile, les petites peintures, les petites gravures, elles se situaient à 300, 400, 600, 700 mètres. Hein, il fallait rentrer dans des boyaux étroits, c'était vraiment des expéditions de véritables performances. Ils n'avaient pas comme ça... Donc il y avait effectivement une espèce d'engagement physique, physiologique, et puis au-delà de ça, d'aller au plus profond de la montagne. Alors, Claude, il me dit, première réponse, il me dit, c'est le scientifique qui va parler, il me dit, on ne saura jamais. Il me dit, on ne saura jamais parce qu'on n'a pas de témoignage. Donc un scientifique, il fonctionne sur des faits, sur des preuves, effectivement, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de texte. Je dis, bon, bah, très bien, merci, au revoir. Il me dit, non, non, attendez. Il me dit par contre, en deuxième point, on peut peut-être commencer à rentrer dans une autre forme d'archéologie. Il me dit, nous, on commence à l'appeler, c'est une forme d'archéologie cognitive en fait, qui est en fait une sorte d'archéologie pas seulement du fait, hein, c'est pas seulement une archéologie du fait, de la fouille du carreau, comme on dit, hein, la recherche au carreau, hein,
on délimite le territoire, on gratte, on prend les matériaux, on les dessine, on les analyse, voir avec... Non, il y a une archéologie plus presque de l'acte, hein, à la fois du mental, de la cognition, hein, une archéologie cognitive. Comment l'être humain, comment reconstituer en fait tout un processus, toute une chaîne de création, que ce soit une œuvre d'art, un objet, en revisitant en fait les processus mentaux, voire psychomoteurs. Donc cette archéologie qui est relativement récente, hein, est extrêmement importante parce qu'effectivement elle réouvre un certain nombre de perspectives sur des questions qui avaient été bouclées, soi-disant, par les historiens de l'art notamment, ou certains scientifiques, en utilisant de nouvelles méthodes. Et parmi ces méthodes, effectivement, il y a ce que je viens de dire par rapport aux cultures de l'invisible, c'est-à-dire aller revisiter ces cultures-là. Donc là, c'est peut-être un deuxième élément important de l'arrivée du musée de l'invisible. En 2012, je quitte Toulouse, et au bout d'un moment, enfin quelques semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, je me dis, bon, allez, qu'est-ce que... Hein, l'idée de monter un nouveau projet, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'a intéressé le plus ces derniers temps? Et effectivement, j'en suis arrivé à la grotte, mais il n'y avait pas que la grotte, il y avait aussi tout un travail sur la dimension des sciences de la cognition qu'on avait fait au musée des abattoirs avec la collaboration de scientifiques, à la fois des sciences cognitives, donc les sciences les sciences des neurones, il y avait à la fois des médecins, il y avait aussi des chercheurs dans les mathématiques, donc il y a tout un... Et donc ces personnes venaient nous voir dans un musée, dans un lieu d'art, pour nous demander comment ça se passait dans le cerveau d'un artiste. Hein, c'est-à-dire que, comme s'ils avaient voulu ouvrir le cerveau de l'artiste pour voir comment ça se passait quand on crée une œuvre d'art. Donc c'est vrai que c'est une question qui passionne certains chercheurs, qui est complexe, effectivement, et on est loin pour l'instant d'aborder, je pense, le début de la réalité de ce qui se passe, parce que c'est très difficile à aborder. Qui plus est, quand on est dans une position stricto-scientifique, hein, où on a une attitude un peu comme ça. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai tenté de dire à ces personnes en disant, vous savez, une œuvre d'art, c'est pas qu'un processus interne au cerveau. Une œuvre d'art, c'est le résultat d'un faisceau de choses, alors à la fois pour le vécu de celui qu'il a fait, de manière interne, mais aussi de manière externe. Et c'est vrai qu'on a commencé à entamer une réflexion sur un élargissement peut-être de leur pensée, enfin de leur questionnement, qui correspond d'ailleurs à des problématiques actuelles sur la question de l'esprit, la question du champ de la conscience, et d'un élargissement du champ de la conscience qui est en ce moment au cœur des spéculations à la fois scientifiques mais aussi philosophiques. Donc voilà, un peu les bases, comment on va dire, théoriques, historiques, artistiques, personnelles du musée de l'invisible qui se développe donc depuis en fait 2013. Fin 2012, je pose les statuts de l'association. 2013, je fais 2-3 opérations, dont celle-ci qui est quasiment la première, avec la publication de ce livre sous forme d'une journée de conférence-débat au Palais de Tokyo à Paris. Ce livre s'intitule Voyage entre ciel et Sociomythologie de l'art, Voyage entre ciel et terre. Et là, j'ai repris en fait le principe du catalogue Dreamtime avec la triangulation parole rationnelle scientifique, culture de l'invisible et dimension artistique au sujet de l'art. En fait, c'est un des auteurs du catalogue Dreamtime, Michel Boccara, un sociologue du CNRS, qui, quand on parlait de toutes ces questions, alors par exemple, Boccara, je lui ai fait exactement ce que je viens de vous faire là. Je dis, tiens, voilà, qu'est-ce que tu penses de Jean-Claude quand il parle des chamans? Je sais que Boccara s'est intéressé aussi à la question. Et je dis à Boccara, ben nous par exemple, là il y a peu de temps, on a invité, dans la vallée du Lot, où on faisait une autre exposition, on a invité des artistes, et on a fait venir un chaman de Bolivie, qui a passé 15 jours avec les artistes dans la vallée du Lot. Et là, Boccara me dit, c'est pas bien pour ton bilan carbone. Il me dit, tu sais, des chamans, il y en a ici, il y en a aussi à côté de... on en a encore ici, donc pourquoi aller chercher des chamans en Bolivie, ou que sais-je? Je dis, ah bon, je ne savais pas. Et il me dit, bon, par exemple, à côté de chez moi, il habite dans la vallée de à 15 km de chez moi, je suis en train de faire un travail sur un rebouteux
un magnétiseur, vous savez, ces gens qui soignent dans le campagne, même dans les villes d'ailleurs, hein, avec le magnétisme. Et il me dit, je suis en train de faire une étude sur lui parce qu'il y a une chose très particulière, c'est qu'il travaille avec les arbres. Il travaille avec les arbres. Il m'explique qu'effectivement, ce magnétiseur, non seulement il peut éventuellement soigner les arbres, mais surtout il propose aux gens qui viennent le voir de faire le contact à l'arbre, c'est-à-dire de retrouver une forme de connexion, de relation directe avec le végétal. Là, pareil, hein, je débarque, je ne connaissais pas du tout. Donc, on fait une première expérience dans une exposition où j'invite le duo du magnétiseur et du sociologue du CNRS dans une petite exposition qu'on faisait à Fiac dans le Tain. C'est un village où tous les ans on invitait des artistes dans 10 familles. Et ces deux personnes, pendant 3 jours, ont œuvré dans l'exposition à même titre qu'un artiste, en faisant des conférences et surtout en proposant au public de faire ce contact à l'arbre. Et je me suis rendu compte que c'était une chose qui marchait vraiment, on avait des très très bons retours de la part du public qui non seulement venait voir des œuvres, mais avec cette expérience, les personnes étaient vraiment touchées même par cette possibilité. Donc on a fait ce livre, on l'a lancé à Paris et ensuite, donc voilà, Pierre Capelle à droite, il y avait une performance. Et ensuite on s'est dit, bon, c'est bien, on a sorti le livre, super, on est content, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là a commencé à germer l'idée de travailler, de mettre en relation véritablement ce qui se tramait dans le livre. Donc là j'en ai un, je vous laisserai pour l'école. Vous pourrez aller voir ce qu'il y a dedans. Donc il y a à la fois une partie, une étude du scientifique et une parole croisée, il y a des entretiens entre les deux. Il y a même un moment où l'un prend la place de l'autre. Il y a aussi, très intéressant, des témoignages des personnes qui font l'expérience de la connexion à l'arbre. Et là, il y a des choses effectivement assez étonnantes qui peuvent se passer. Ça va des fois il n'y a rien, silence radio, ça arrive, moi ça m'est arrivé au tout début, mais vraiment rien du tout, quoi. Si bien que Capelle m'a dit, mais mon pauvre garçon, t'as tout perdu. Avec tes expositions, ton téléphone portable, ton ordinateur, la vie que tu mènes, mon pauvre garçon, il est battu. Hein? Alors, effectivement, je me suis dit, où je vais, j'étais sûr. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais petit à petit, en faisant un certain travail, les choses commencent à se révéler et à se développer. Bref, parce qu'il y a aussi une dimension, évidemment, politique, écologique par rapport à ça. Donc on a décidé en fait de lancer un manifeste de l'arbre, qui était vraiment le rebond du livre, hein, c'est la suite, et un manifeste qui serait une sorte de, comment dire, de nœud, de point central, à partir duquel on allait développer différentes choses, notamment des expositions. Ce manifeste, on peut le signer aussi par Internet, donc vous avez l'adresse, vous faites signer le manifeste de l'arbre. Alors, non seulement vous faites des signatures, mais après, je vous mets dans le fichier et comme ça, vous recevrez les informations du musée de la musique. Ok ? Et on lance ce manifeste de l'arbre au Brésil, à Salvador de Bahia, à la Biennale de Salvador de Bahia, où on est invité par le jeune directeur de la Biennale, francophile, je ne sais plus comment il avait eu, oui, c'est-à-dire, bon, bref, peu importe. En tout cas, on va passer une semaine à Bahia, où on va faire pareil, une journée de lancement du manifeste de l'arbre, et surtout, pendant une semaine, Pierre Capelle, qui n'avait jamais pris l'avion, qui n'était jamais sorti de la vallée du Lot, qui vit vraiment pauvrement dans un coin paumé, il a des poules, il ramasse les noix, il vit quasiment dans une grange, dans des conditions de précarité et de pauvreté réelle. Parce que lui, il fait partie des soigneurs, si vous voulez, qui ne veulent pas demander d'argent. Maintenant, ils osent, mais normalement, ils n'ont pas le droit de demander des rétributions quand ils soignent. Et c'est vrai que c'est difficile parce que les gens d'eux-mêmes ne vont pas vous donner le minimum. Quelqu'un vient se faire soigner quelque chose d'un peu conséquent, il laissera 10 €, quoi, voire des fois rien du tout. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi qui est un point intéressant. Donc bref, Capelle, on l'amène au Brésil et pendant une semaine, on fait des mises à l'arbre au public de la Biennale de Salvador de Bahia. Et ça se passe vraiment très très bien. Donc là, c'est une image par exemple d'un artiste.
non seulement ça se passe très bien, mais c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, Salvador de Bahia, ça a été la porte d'entrée des cultures africaines sur tout le continent américain. C'est par là que sont rentrées les traditions du vaudou avec le condorlier. C'est vraiment le point central du condorlier, le Salvador, où toutes ces cultures, enfin, tout ce qui est de l'ordre de cet invisible, a trouvé une forme de syncrétisme à la fois entre les origines africaines, entre certaines positions occidentales, voire même des éléments de la culture de la forêt amazonienne. Donc on a un terrain extrêmement intéressant et tout à fait propice au développement de ce type de projet. Ensuite vont se développer une série d'expositions. Ça c'est la première au Musée national des arts et métiers à Paris, où je vais commencer à demander à quelques artistes, soit des œuvres qu'ils ont déjà faites, où l'art est en présence, soit des projets particuliers. Donc là c'est des invitations dans des lieux avec des budgets vraiment ridicules, des fois il n'y a pas de budget, donc ça veut dire que j'ai juste éventuellement de quoi faire quelques socles et poser des œuvres dessus. Je mets les socles dans ma voiture et je vais comme ça. Donc c'est aussi c'est un peu les débuts d'une aventure, mais ça se passe aussi comme ça. Et progressivement, en fait, c'est l'idée d'alimenter une forme de forêt. Alors c'est vrai que je me suis interrogé sur le phénomène suivant, c'est que effectivement depuis un certain nombre d'années, on voit de plus en plus d'arbres dans la création contemporaine. Je ne sais pas si vous avez. Mais enfin, moi, c'est un phénomène qui m'a beaucoup frappé. Qui ne fait pas son arbre? Il y a de plus en plus d'arbres. Alors, c'est vrai que les arbres, ils ne sont pas toujours en bonne forme. Mais il y a une véritable forêt qui est en train de se mettre en place, qui est une forêt qui est extrêmement touchante, alors évidemment qui est liée au problème du réchauffement climatique, mais pas seulement. Donc, c'est aussi l'idée d'inviter cette forêt, de s'inviter dans cette forêt, en fait, de travailler avec cette nouvelle forêt, mais surtout de faire travailler cette nouvelle forêt. Voilà une deuxième version de l'exposition. Là, c'était cette année dans un petit centre d'art contemporain à Lacou, dans l'Ain. L'Ain, c'est entre Lyon et Genève, sur le plateau de Hauteville. C'est un endroit un peu à l'écart, c'est très dans la nature. Donc là, en fait, c'est dans la mairie d'un petit hameau, d'un petit village. Et donc là, on a développé le projet avec à la fois ce noyau d'œuvre, et puis on l'a étendu. Et surtout, à cette occasion, on a fait une expérience assez intéressante, c'est que là, j'ai demandé aux artistes, à certains d'entre eux qui voulaient bien le faire, de faire l'expérience du contact à l'art, de la mise à l'art. Des œuvres commencent à arriver, qui sont le résultat de cette expérience. Donc le contact à l'arbre, qui est évoqué ici, c'est tout simplement, on en a fait un petit peu tout à l'heure, mais il fait un peu froid là. Je pensais qu'on aurait peut-être pu développer, mais là il fait un peu froid et c'est pas les... Enfin bon, il faudra développer ça dans d'autres conditions, je pense, qui seraient beaucoup plus propices. Parce que là, c'est une image d'un workshop. J'ai déjà fait 2 workshops dans 2 écoles d'art, à Toulon et à Genève, pendant 4-5 jours, avec des étudiants comme vous. Et c'est vrai que l'expérience était vraiment superbe, très enrichissante pour les uns comme pour les autres. Donc le contact à l'arbre consiste tout simplement, comme on l'a essayé tout à l'heure avec 2 d'entre vous, c'est comme une petite séance de méditation, comme ça, on se met face à l'arbre, on appose les mains, les pieds joints, on salue l'arbre, on fait un peu de vide, on respire, comme ça, et on ne bouge pas. On laisse venir. Alors, des fois, il n'y a rien qui vient, et comme je vous l'ai dit, des fois, il y a d'autres choses qui viennent. Mais en tout cas, ce qui se passe quand même assez souvent, c'est qu'il y a un moment où on peut sentir, c'est juste un petit déclic comme ça, et on sent qu'il y a quelque chose qui se... Comme s'il y a quelque chose qui se plug comme ça, effectivement, l'arbre, il y a un moment où l'arbre va vous piloter. Il y a quelque chose comme si on se branchait sur le courant de l'arbre, ou comme si l'arbre se branchait sur notre courant. Je pense que c'est de l'ordre des deux. Et c'est à partir de là où les choses peuvent
les choses peuvent advenir. Donc là, aujourd'hui, nous avons tenté la mise au menhir. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi un élément intéressant et important et qui est complètement relié à cette histoire du contact à l'arbre. Donc là, c'est une particularité du musée de l'Invisible, vous l'avez compris, hein, donc là on est sur des terrains qui sont comment dire, assez nouveaux, qui sont à la fois nouveaux et anciens en fait, c'est ça. On est à la fois sur des terrains qui sont complètement traditionnels entre guillemets, des terrains aussi où il est question d'énergétique, donc sur des sujets qui sont aussi en pointe et en même temps à la mode entre guillemets, ça veut dire que ça concerne de plus en plus de monde. Hein, le rapport à l'arbre, à la pierre, à l'énergétique, c'est des choses qui préoccupent de plus en plus les populations. Je ne parle pas que de l'art, bien sûr, et dans l'art aussi. Et dans l'art aussi, de plus en plus, les artistes sont sur ces terrains-là. Je me suis même rendu compte que, fondamentalement, certains artistes avec qui je travaillais depuis des années étaient sur ces terrains-là aussi, mais sans forcément le dire ou le crier sur les toits. C'est même la plupart du temps, c'est même souvent une espèce de dimension qui est même cachée. Hein, ce qui s'est passé tout à l'heure avec Berdaniel et Béju, et un recours ou une collaboration avec des éléments de l'invisible, en fait, beaucoup plus d'artistes que je ne pensais, ce que je découvre, ont recours à ça, ou travaillent ça. Et quand je leur demande, mais pourquoi, un, on n'en a jamais parlé, pourquoi, deux, c'est vraiment discret dans ce que tu fais, ben, j'ai entendu à plusieurs reprises, oui, mais si je t'en avais parlé, est-ce que tu nous aurais invité à faire, parce que c'est quand même un peu spécial. Ça, c'est un cas de figure. Après, il y a d'autres cas de figure que j'évoquais avec un des étudiants avec qui on parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est un sujet qui est super à la mode, entre guillemets. C'est-à-dire hein, tout le registre des fantômes, des spectres. Hein, depuis quelques années, c'est quelque chose qui est là. Et il y a différents modes d'indexation sur ce terrain-là. Hein, il y a aussi beaucoup d'artistes qui travaillent ça ou qui l'utilisent avec une vraie mise à distance, voire une forme d'exploitation ironique de cette dimension-là, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, non des moindres, qui ont réussi, enfin qui ont, comment dire, inventé leur propre esthétique en ayant recours à ces choses-là, sans forcément le dire ni le revendiquer. Et donc ça va faire l'objet, au-delà des expositions, ça va faire l'objet aussi d'un travail de recherche que j'ai entamé d'un point de vue universitaire, puisque ça va être une des questions que je vais explorer dans le cadre d'un doctorat de 3e cycle à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après avoir fait un master, je viens de faire un master, je me suis inscrit à l'université, bah ouais. Et après avoir fait un master, là, c'est de refaire tout un travail de recherche sur ces questions-là, au niveau à la fois d'histoire de l'art et de l'esthétique. Alors, 2014, c'était vraiment l'exposition inaugurale du Musée de l'Invisible, mais je ne vais pas m'arrêter dessus. Par contre, je vous ai amené 2 catalogues, on peut même les faire circuler, ou si vous voulez les compulser après. Cette exposition a été très importante parce qu'elle a permis elle m'a permis en tout cas de lancer vraiment le mouvement après la sortie du livre et quelques expériences. Là, dans un vrai contexte, avec un peu de moyens, ce qui m'a permis d'inviter des artistes et surtout qu'ils puissent faire des œuvres, créer des œuvres. Où là, l'idée, vous verrez derrière le titre Astralis, en fait, Astralis c'est un poème de Novalis. Novalis c'est un poète du romantisme allemand, du premier romantisme allemand, un poète vraiment très important qui est mort assez jeune, mais qui a défriché un certain nombre de territoires, comme ça, effectivement. Alors c'est quelqu'un qui avait une formation scientifique et de géologue d'ailleurs, qui travaillait à la fois comme géologue, qui travaillait pour les mines, et donc aussi avec un certain rapport, non seulement à la nature, mais à l'univers, au cosmos, et à la sidération.
Et dans ce poème intitulé Astralis, Novalis il parle de l'humain sidérique. Et ça, c'est un élément. Donc, de l'humain sidérique, c'est à la fois quelqu'un qui est de l'ordre de la terre, hein, qui a bien parlé tout à l'heure que pour aborder ces questions-là, ce n'est pas des délires, hein, mais il faut justement bien avoir des pieds sur terre, qui plus est quand on veut parler ou travailler avec ces questions-là, notamment celles des fantômes ou autre chose. Et l'humain sidérique, c'est justement, il est justement de cet ordre-là. Il est à la fois bien ancré, mais il est en même temps complètement projeté. Donc c'est comment, hein, et donc sidère, c'est la sidération, c'est aussi l'infraction comme ça peut-être de l'univers et de la dimension cosmologique dans l'univers terrestre, sur le registre terrestre. Et d'ailleurs, à l'entrée de l'exposition Astralis, il y avait ce buisson d'anges, qui était une œuvre qui a été créée dans la grotte du Mas-d'Azil par l'artiste canadien David Alkmejd, qui lui, littéralement, quand il est rentré dans la grotte, il a eu littéralement une forme de vision, et il m'a dit qu'il a vu des êtres comme des anges qui s'étaient posés, avec leurs grandes ailes blanches, qui s'étaient posés dans la grotte du Mas-d'Azil. Et donc il a tout plaqué, ses expos, il est venu un mois dans le petit village du Mas-d'Azil, et il a réalisé 6 anges, comme ça, avec du plâtre de dentiste, qui ont été exposés ensuite, qu'on a pu faire entrer dans les collections du musée et du FRAC. Donc ces anges ont ensuite permis de participer à une autre exposition qui a été aussi assez importante, c'était en 2015, c'était la deuxième exposition qui était la suite en fait de Dreamtime, puisque c'est une exposition qui s'appelle Rêve Caverne en Rhône-Alpes, dans le musée de Tournon-sur-Rhône. Et en fait, c'était à l'occasion, c'était en écho à l'ouverture du facsimilé de la grotte Chauvet, hein, la fameuse caverne à Vallon-Pont-d'Arc. Je ne sais pas si vous avez abordé ça, mais enfin oui, puisque avec l'Arc hier, il y a une visite d'un site où on a des répliques d'art historique. Et Chauvet, la caverne, la fameuse caverne, donc l'idée c'était de faire une réplique de la grotte Chauvet, pas dans sa totalité, mais quand même dans beaucoup de ces segments qui sont mis en quelque sorte bout à bout dans un parcours. Alors c'est vrai qu'on peut, on peut avoir une certaine réticence, et j'en ai par certains aspects, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est intéressant de regarder comment ça a été fait. Et donc là, c'est aussi un projet qui va se poursuivre, j'espère, parce que l'idée, ça va être de faire descendre certains artistes qui ont participé à ce projet dans la grotte Chauvet elle-même pour poursuivre le projet de Dreamtime, hein, et de voir comment peut se tisser, se nouer une forme de travail un peu transhistorique, et comment l'artiste d'aujourd'hui peut aussi amener quelque chose, notamment aux scientifiques, et pas seulement aux scientifiques, peut nous amener à nous, public et lecteurs, ou comment l'artiste peut amener quelque chose, des éléments d'interprétation et de compréhension de l'art de la préhistoire. Et ça, c'est un élément extrêmement important que même certains scientifiques sont en train de considérer, parce que c'est une hypothèse qu'on a avancée avec une œuvre de, je ne sais pas si je vais pas vous montrer tout à l'heure, notamment avec Basrod, mais bon, c'est encore un autre sujet. Juste en 2 mots, Basrod, c'est un artiste qui est passionné de silex, de pierre, et il trouve beaucoup de choses. C'est quelqu'un, il sort dehors et les silex, les fossiles lui sautent dessus littéralement. Bref. Et il a trouvé des percuteurs, des boules de silex, dans lesquelles il y avait des trous. Il a nettoyé ces trous, c'est des trous qui avaient été faits intentionnellement, et il s'est mis à siffler dedans. Et il s'est rendu compte que ces percuteurs de silex, donc des percuteurs c'est fait pour faire d'autres outils, des petites pointes de flèche, que sais-je, et en soufflant dedans, ça produisait un son. Et un son d'oiseau en fait, des trilles véritablement, comme des chants d'oiseaux. Donc il a fait une vidéo où il fait jouer les percuteurs avec une hypothèse. Est-ce que ces objets n'avaient pas une forme de double fonction, à la fois de percuteurs, mais aussi c'est-à-dire ou d'autres choses, peut-être, pourquoi pas, une sorte de communication avec les oiseaux. En tout cas, ça fait penser à un mode relationnel qu'on aurait sans doute qu'on aurait pu perdre ou inhiber dans la relation avec les animaux, mais qui rejaillit aujourd'hui. Donc voilà, un exemple, hein, de comment
une œuvre d'art contemporain, un artiste contemporain peut aider. Donc on a proposé cette hypothèse à la directrice de la Grotte Chauvel, qui l'a reçue de manière tout à fait à la fois ouverte et sérieuse. Et en la poussant un petit peu, elle nous a même avoué, hein, elle nous a même dit qu'elle-même taquinait un peu la muse et faisait un peu de peinture ou intégrait aussi dans sa culture et son dispositif un geste artistique qui l'aidait justement à aborder les choses différemment. Et ça fait plusieurs fois que je vois des préhistoriens qui font, pas seulement des préhistoriens, par exemple, Jean-Pierre Luminet, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Luminet, le scientifique plutôt astrophysicien, qui fait, lui, carrément des... Alors c'est vrai que il y a différentes manières de regarder ça, on peut dire, bon, ok, mais c'est assez intéressant en prenant un peu comment dire, de distance, de voir comment, dans le travail du scientifique, la dimension artistique peut intervenir. C'est à la suite de Rêve Caverne, donc là je vais vous parler de la dernière exposition du Musée de l'Invisible. À la suite de Rêve Caverne, donc il y a eu, pour mémoire, l'ouverture de l'Académie de l'Arbre, avec ça, et la deuxième étape, c'était l'exposition Astralis, et il y avait un élément extrêmement important que je voulais développer, c'était celui d'une académie minérale, c'est-à-dire, après l'arbre, on va s'occuper de la pierre. Quel rapport, du rapport au monde minéral, revisiter en quelque sorte le monde minéral. Donc ça, c'est la première proposition de l'Académie minérale, avec l'exposition qui s'intitulait Déminéralisme, pierre de vision. Donc un peu comme pour l'art, qui a consisté à réunir des œuvres traitant travaillant avec le minéral, soit d'un point de vue symbolique, soit directement dans le matériau, de manière un peu indirecte, avec notamment un hommage rendu à Hildegard de Bingen. Hildegard de Bingen, c'est on dit une mystique, une grande mystique allemande du XIIIe siècle, qui a effectivement fait un certain nombre qui est connue pour ses écrits visionnaires, hein, et les traductions de ces visions dans les enluminures de l'époque, qui sont effectivement absolument étonnantes. Mais aussi et surtout, Hildegard de Bingen, c'est la première qui a codifié le savoir des plantes. Hein. La médecine par les plantes que l'on pratique aujourd'hui, je sais si c'est important, vient en fait et c'est Hildegard la première à l'avoir codifié. Donc qu'est-ce qu'elle a codifié, Hildegard ? Hildegard, elle a codifié en fait des savoirs ancestraux qui viennent de très très loin. Hein. Elle les a fixés, elle les a développés, et c'est à partir de là qu'aujourd'hui on peut revisiter un certain nombre de choses et connaître à la fois les plantes et leurs... Mais elle a fait ça aussi pour les pierres, Hildegard. Elle a fait aussi un livre qui s'appelle Les pierres qui soignent, qui est absolument incroyable. Il y a 24 pierres, et en fait, elle a fait comme ça, elle a fait des fiches pour les pierres. Et elle raconte à la fois les vertus de la pierre, comment on peut soigner avec la pierre. Alors, il y a tout un tas de choses. Et surtout, il y a des petits passages absolument ahurissants où elle raconte la naissance des pierres. Je veux dire, elle dit, voilà, telle pierre, elle naît comme une fleur ou un végétal ou même un humain dans telle ou telle condition. Il faut que ce soit dans un endroit plus ou moins ensoleillé, orienté comme ci, avec de l'eau, pas de l'eau, enfin bon. Et comme si elle rentrait en fait, parce qu'à travers ça, elle arrive à toucher aussi à des choses vraiment d'ordre géologique, qui correspondent effectivement à des éléments qu'on a pu mettre en valeur d'un point de vue scientifique. Comme si elle, avec peut-être son processus visionnaire, justement, elle arrivait à pénétrer certaines couches, certains substrats, à travers certaines symboliques, certes, mais de la réalité de la constitution des minéraux. Deuxième étape de cette exposition à Paris, où je reviens au musée des Arts et Métiers. Alors là, très intéressant parce que, au-delà du nom du lieu, ce qui est intéressant, c'est le lieu. C'est la plus ancienne église de Paris. Et là, on est dans le chevet de l'église. Donc un endroit très particulier d'un point de vue géométrique et énergétique. Mais j'y reviendrai tout à l'heure quand on va parler de la polarité. Je vous ramènerai cette image. Donc, la dernière étape un an après Villeurbanne, l'exposition au Crac à 7 qui a ouvert il y a 10 jours,
qui s'intitule Athanor, petite suite alchimique. Alors c'est vrai que s'intéresser aux pierres, au rapport entre l'art et la pierre, difficile de faire l'impasse sur l'alchimie, la culture de l'alchimie, et notamment ce qu'on appelle la pierre philosophale, domaine que je ne connaissais pas particulièrement, donc j'ai commencé à travailler, et surtout sur lequel m'ont amené un certain nombre d'artistes. C'est plutôt d'ailleurs comme ça que c'est venu, à la fois à travers des symboliques. Donc l'idée, à travers cette exposition, je vous montrer quelques images, c'est petite suite alchimique 1. Alors c'est vrai que la culture alchimique, on a coutume de dire quand on se plonge dedans, oulala, oulala, parce que c'est vrai que c'est à la fois complexe. Non seulement c'est complexe, mais on est sur des choses cryptées, codifiées, avec des choses trappes, qui font appel à plein de cultures différentes, à des périodes différentes. Et en fait, c'est vrai que l'alchimie, et on peut le voir aussi comme une forme de synthèse et de cristallisation des cultures de l'invisible, à la fois qui viendraient de Chine, de Mésopotamie, d'Égypte, du bassin méditerranéen. D'aucuns, comme Mircea Eliade, les relient aux cultures de la forge ou du four, des cultures du four aussi. On est complètement là-dedans, là. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Qui ne sont pas seulement dans la sphère occidentale, mais aussi avec des renvois en Afrique, en Amérique latine, dans ce qu'on appelle certaines cultures natives. Donc voilà, c'est un peu tout ce que concerne là et les cultures de l'alchimie. Donc moi, pour l'instant, l'idée, je n'ai pas de théorie sur l'alchimie, mais c'est juste une espèce, c'est pas une convention, c'est plus ça, d'expérimenter ça comme un principe actif. Parce qu'à travers tous ces projets, il y a un élément très important qui m'intéresse dans cette aventure du musée de l'invisible, c'est évidemment le rapport à l'œuvre d'art, en tant qu'organisateur d'exposition, mais aussi en tant que public. Comment développer une certaine... comment regarder l'œuvre d'art à partir, en faisant intervenir de nouveaux, enfin, c'est pas nouveau, mais d'autres critères que simplement le critère visuel ou, comment dire, intellectuel. C'est vrai que nous, dans notre culture, notamment en France, moi j'ai eu un enseignement d'histoire de l'art, enfin une formation d'histoire de l'art, je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour des choses de cet ordre-là. Par contre, c'est vrai que quand on fait intervenir des questions d'ordre énergétique, j'ai toujours été persuadé que le regard avait une dimension énergétique, voire même une dimension organique, à la fois pour celui qui l'a fait, donc à la source, et pour celui qui la reçoit. Et c'est vrai que c'est une manière d'explorer, notamment à travers, c'est pour ça que quelque part le rapport à l'arbre et à la pierre, en fait, il sert de vecteur à ça. C'est-à-dire que cette dimension énergétique, elle se cristallise plus particulièrement quand on fait intervenir l'arbre ou la pierre et l'œuvre. Donc, il y a aussi la question de l'exposition de groupe. Comment on peut effectivement produire une forme d'énergétique avec différentes œuvres, très différentes les unes des autres. Donc, c'est un peu ce que dit cette exposition. L'idée, là, la Tanor, en fait, c'est le four, justement, de l'alchimiste. C'est ce qu'on appelle... c'est un peu le creuset. C'est l'endroit dans lequel, en fait, dans le four, il va positionner d'autres ustensiles en verre, notamment dans lesquels il va mettre différents éléments. Donc les éléments de base, on va les réunir à travers différents artistes. Il va y avoir, par exemple, le bois calciné, la calcination, qui est aussi la première étape qui est évoquée ici à travers une œuvre qui a été faite spécialement par Lionel Sabaté, à partir de fragments de bois brûlé de la montagne Sainte-Victoire, au sud-est. Et alors là, juste une petite anecdote assez sympathique et intéressante, comme il en arrive assez souvent, en fait. Au-dessus du morceau de bois, Lionel a fait une petite figurine comme ça, comme il le fait assez souvent, vous savez, avec des rognures d'ongles ou des morceaux de peau morte qu'il récupère chez des pédicures de Paris. Et il fait plein de pièces comme ça, des papillons, des cornes, des papillons, il fait des fleurs, il fait refleurir des oliviers, il fait plein de choses comme ça. Il fait des roses aussi. Et là, il y a une petite silhouette humaine, et en faisant certaines recherches sur justement cette phase numéro 1 de la calcination, donc qui consiste à réduire en fait les éléments et en séparer les éléments noirs des éléments purs, des éléments impurs, pour continuer le processus
pendant des cuissons très très longues, voire même des fois sur des années. Hein, les cuissons de l'alchimiste, elles peuvent durer des années. Et dans un de ses écrits, j'ai trouvé mention qu'à la fin de cette phase, il y aurait une petite âme blanche, hein, qui sortirait de la préparation et qui annoncerait justement la phase suivante. Et j'ai posé la question à Lionel, c'est quoi cette petite âme blanche, hein, sur... Il m'a dit, bah, c'est une petite âme que j'ai... Et donc il savait vraiment rien du tout de cette histoire de l'alchimie. Donc sans en faire une légende, c'est aussi extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle aussi presque des synchronicités, et c'est très souvent que ça arrive. Et ça n'arrive pas pour rien, ça n'arrive pas par hasard. Ça veut dire quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas, ça va être c'est déjà producteur de sens, c'est producteur presque d'énergie aussi. Et c'est aussi ces éléments qui sont extrêmement intéressants. Effectivement, quand on est père sur un champ un peu connexe, ça va forcément se passer. Une œuvre aussi de Damien de Roubaix, une œuvre tout à fait récente, c'est la dernière qu'il a créée, donc où Damien de Roubaix là, reprend le porte-bouteille. Évidemment, on pense à Marcel Duchamp, et sur le porte-bouteille, qu'est-ce qu'il met? Il n'est pas des... c'est presque des bouteilles, en fait, c'est des bulles de cristal, hein, qu'il fait faire à Meisenthal, sur lesquelles sont gravés des squelettes qu'il emprunte soit à l'imagerie des Totentanzen, les danses de la mort de la peinture nord-européenne, hein, cette présentation, ce qu'on appelle les danses macabres, voire même des fois qu'il va puiser dans les symboliques alchimiques. Et alors évidemment, là, il y a quelque chose qui est très intéressant avec Duchamp, dans le sens où ça nous renvoie... Alors, je ne pense pas que Damien, il n'est pas très duchampien, ça c'est sûr, mais là, il se moque un peu quand même de, comment dire, des idées duchampiens. Je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est-à-dire que... Mais bon, toujours est-il qu'il fait le geste, hein, de mettre quoi? Là, c'est effectivement la bulle de cristal, c'est l'œuf. Ce qu'on appelle l'œuf alchimique, c'est la chose qu'on va mettre dans le four. Donc, et c'est la chose dans laquelle on va purifier effectivement les choses, c'est le récipient. Donc là, ils sont mis à sécher, hein, pour un emploi futur. C'est vrai qu'il y a du travail, hein, ça c'est sûr. Et de Roubaix, c'est quand même quelqu'un qui est très préoccupé par, qui est plutôt dans la peinture, Damien de Roubaix, mais aussi dans la sculpture, mais hein, c'est une peinture assez dure, assez noire. Hein, c'est une peinture où on voit des camps de concentration, où il dénonce le capitalisme outrancier, où il dénonce la censure, le fascisme. De Roubaix, il a une peinture assez dure comme ça. Hein. Il a commencé par faire des paysages d'usine, hein, puisqu'il vivait à Saint-Étienne. Il était à l'école de Saint-Étienne, Damien. Donc, il est vraiment dans ça. Même des fois, c'est assez oppressant. Et justement, j'ai un peu mieux compris ce qu'il faisait là. Et même ce que font d'ailleurs beaucoup d'artistes. Hein, quand on retrouve chez certains artistes un peu des choses dures comme ça, est-ce que c'est pas justement un peu cet ordre-là, hein, c'est-à-dire de capter, hein, alors je ne vais pas faire de tout le monde des Mères Teresa ou des soigneurs, mais il y a une dimension peut-être intéressante à considérer de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi le rapport de Duchamp à tout ça. Et au-delà de Duchamp, un certain nombre d'artistes qui ont inventé la modernité. C'est-à-dire qu'effectivement, Duchamp, il y a une relation à l'alchimie, alors on le sait plus ou moins, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent de manière vraiment, comment dire, de manière ouverte et prospective. C'est plutôt un truc, oui, bon, Duchamp, l'alchimie, on retrouve des symboles, oui, mais et alors et je pense que c'est très important de revisiter, parce que Duchamp, c'est sûr, il est allé revisiter ces dimensions-là. Non seulement il les a revisités, mais il les a réexploités, en quelque sorte rejoués. Il n'est pas le seul. Et si bien que, moi, il me semble qu'il y a toute une histoire de l'art et de l'invisible qui est à reconsidérer, à la fois pour la période moderne, contemporaine, certes, mais aussi pour les périodes antérieures. Ce qu'on évoquait tout à l'heure de la préhistoire, c'en est significatif. Donc c'est clair qu'il y a toute une histoire de l'art à réécrire de ce point de vue-là. Je vais peut-être m'en occuper aussi un petit peu, parce que maintenant je vais pouvoir le faire à partir des expositions et dans le contexte justement universitaire. Autre œuvre de Julie Legrand,
cette fois avec du verre, hein, un verre filé comme ça qui pousse de lui-même. Il y a aussi des questions de... Bon, je vais passer quelle rue hein, 39. Je vais... oui. Là, c'est une œuvre de Halldór Ásgeirsson. C'est un artiste islandais qui est assez intéressant et étonnant dans le rapport au... Donc là, en fait, c'est des blocs... Halldór Ásgeirsson, il fait refondre des blocs de lave au charbon. Et il prend des blocs de lave, soit des blocs de lave d'Auvergne, d'Islande, de l'Etna. Il les suspend comme ça. Et il s'équipe comme ça, vraiment. Et il passe quoi, 20, 30, 40 minutes avec un chalumeau. Donc en fait, littéralement, il fait refondre la lave. Et c'est très curieux, parce que la lave refond. Hein, elle redevient cette matière visqueuse, et ça devient du verre, voire de l'obsidienne. Donc il y a des gouttes qui perlent avec des fils comme ça, et donc ça, c'est aussi montré. Alors ce qui est intéressant aussi pour Ásgeirsson, c'est que pour lui, ça, ce sont des elfes. Vous savez, les Islandais, un peu comme les Japonais d'ailleurs, hein, nous on a plutôt perdu ça, mais les Islandais ont vraiment encore un pied dans l'invisible. Les Japonais aussi. On ne comprend rien du Japon si on n'a pas ça en tête. Hein, et les Islandais, quand ils construisent une route, ou construisent un musée ou une école d'art, que sais-je, ils vont questionner les rochers, les forces de la nature. Ils sont dans un rapport littéralement animiste hein, à leur environnement. Autre artiste, là un peu plus ancien, qui est Vladimir Škoda, qui est un artiste qu'on identifie plutôt à une forme de sculpture minimale, entre guillemets, une sculpture de l'acier. Là, on est vraiment dans la culture de la forge. Et ma rencontre avec Škoda s'est faite effectivement autour de ces questions liées à l'alchimie. En plus, Škoda est pragois d'origine. Et c'est vrai qu'il a eu toute une phase qui détermine ce qu'il a fait aujourd'hui, où il s'est vraiment plongé dans la culture alchimique. Alors c'est effectivement intéressant de voir comment ce va-et-vient, cet échange avec ces cultures de l'alchimie a pu aussi intervenir sur une œuvre contemporaine qui aime déjà partir aussi à l'histoire, notamment avec cette pièce. On voit au sol des creusets en fait remplis de plomb. C'est des véritables creusets qu'il a forgés. Et puis, notamment ici, avec une boule d'acier, dans un creuset d'acier en suspension sur un lit de mercure. Et puis, à l'arrière-plan, on voit à demi une pièce là qui est plus en connexion avec les éléments célestes, qui recueillent en quelque sorte l'énergie cosmique pour la focaliser au bout d'une pointe dorée sur juste une petite étincelle de lumière. Un peu de céramique aussi dans Athanor avec l'alchimiste. Ça, c'est une œuvre vraiment importante pour l'exposition, j'aime beaucoup, qui est de Elsa Sahal. Je ne sais pas si vous connaissez Elsa Sahal, sans doute. Elsa Sahal, donc elle avait fait cette œuvre il y a 5 ans. En fait, elle n'était jamais sortie de l'atelier. Elle ne savait pas trop comment faire. Et elle l'avait appelé l'alchimiste. Elle avait fait une série d'effigies comme ça, un peu clownesques, un peu étranges. Il y avait aussi l'idée de l'arlequin dedans. Hein, je pense qu'elle convoquait un peu des figures comme ça, à la fois, comment dire, des figures un peu mythologiques de la culture occidentale. Et donc cet alchimiste qui n'était jamais sorti, elle l'a en quelque sorte retravaillé, notamment sur la partie basse, hein, en le faisant émerger d'une émanation dorée. Et donc l'alchimiste a un rôle très important dans cette première salle de l'exposition Athanor, hein, comme si c'était lui en quelque sorte le maître d'œuvre. Et on a aussi dans cette image au mur, on voit Caroline Corbasson qui a fait toute une série de pièces avec du cuivre, mais surtout au centre, on a une espèce de composite entre une autre œuvre de Lionel Sabatier, Licorne, donc en ferraille et béton, et puis cette sculpture-objet qui est en fait un polarisateur. Alors là, c'est quelqu'un qui n'est pas directement dans le milieu de l'art, c'est plutôt un designer, un chercheur, qui s'intéresse en fait à la question de la polarité, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et au centre de cette sertie, en fait, dans cette sculpture, il y a une boule, une pierre noire. C'est une boule de shungite qui a été en partie dorée à la feuille.
Alors la Shungite, elle est intéressante en ce moment parce qu'on en a un peu parlé, mais indirectement avec le fameux noir de Anish Kapoor. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, qui va racheter le brevet. Vous connaissez pas déjà l'histoire du nom? L'ultra noir, voilà, l'invention de l'ultra noir avec un truc. Et dans cet ultra noir, effectivement, il y aura cette matière-là, qui est de la Shungite, en fait, qui est un minéral qu'on trouve dans un seul point de la Terre, qui est la Russie. C'est un minéral très particulier qui est utilisé notamment pour faire les blindages des furtifs, c'est-à-dire ce qui permet d'invisibiliser. Hein, c'est la Shungite qui permet qu'on met sur les avions furtifs. Et qu'on utilise aussi, alors soi-disant, ça a des vertus contre les ondes, la pollution électromagnétique. Alors, c'est vrai qu'il se vend des petites plaquettes comme ça. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de téléphone portable, peut-être que ça peut les rassurer. Mais j'en suis pas sûr, hein. Je m'avancerai donc voilà. Et c'est vrai que la présence de l'or est évidemment extrêmement intéressante et importante dans cette exposition, notamment avec cette pièce de Johann Créten qui évoque à la fois le nombre d'or, enfin, il y a différentes symboliques qui sont convoquées ici. Alors, c'est vrai que l'exposition à Tanor, elle est à l'étage du CRAC, du Centre d'Art à 7. Et là, vraiment, je vous conseille d'aller voir l'exposition parce qu'au rez-de-chaussée, il y a aussi et surtout Johann Créten. Je ne sais pas si vous, je pense que vous connaissez Johann Créten. Dans les artistes qui travaillent la céramique, c'est vraiment une figure importante en ce moment. Et il a déployé une expression absolument incroyable. Et c'est vrai qu'à Tanor était une espèce de, comment dire, de prolongement de son travail. C'est vrai que lui, en tant que céramiste, je ne sais pas comment on dit, c'est vrai que la culture du four, de l'alchimie, a été très importante et reste toujours extrêmement importante dans le travail de Johann Créten. Et puis il y a aussi un autre élément dans l'exposition, donc qui fait partie aussi un peu des expérimentations que j'ai pu vous montrer avec l'arbre et la pierre, c'est avec Philippe Deloison. Donc c'est un ensemble d'œuvres assez étonnantes. Alors, Philippe Deloison, c'est en fait un artiste médiumnique que j'ai découvert dans une exposition à la Maison Victor Hugo il y a 3 ans, 4 ans, qui s'intitulait Entrée des médiums, où le directeur de la Maison Victor Hugo avait repris la fameuse exposition d'André Breton, Entrée des médiums, dans les années 20, je crois, 30, bref. Où à partir de Victor Hugo, il a refilé un peu la problématique de l'art visionnaire avec le sage, avec plein de gens comme ça. Et notamment dans la partie contemporaine, il y avait ce monsieur Philippe Deloison, que je ne connaissais pas du tout, qui est en fait un ancien joaillier de la place Vendôme à Paris. Donc c'est quelqu'un qui a pendant toute sa vie a fait des bijoux pour les plus grandes maisons, comme ils disent, qui pour autant n'est pas devenu quelqu'un ni de riche ni de célèbre, mais qui avait la particularité, et qui l'a toujours d'ailleurs, de faire de l'art médiumnique. Du vrai, j'allais dire, dans le sens où effectivement il développe des techniques de vision, d'écriture automatique, voire même de dessin automatique. Donc là, il a accepté pour l'exposition à Tanor de refaire une composition de certains de ses tableaux et même d'aller interroger l'invisible à partir de pierres, de cristaux que je lui ai fournis d'ailleurs, sous la forme d'une sorte de petite expérience. Et effectivement, il a eu... alors oui, je montre ces images parce que c'est juste pour vous dire que c'est aussi un des départements importants du musée de l'Invisible, puisqu'au mois de juin, dans le cadre d'une exposition qui a lieu à Paris, on a à la fois inauguré le cabinet Art et médiumnité du musée de l'Invisible à l'occasion de la sortie de ce livre, Les Fleurs de l'Invisible, qui est sorti au mois de juin. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait en fait avec la doyenne des médiums françaises, qui est morte en 2014. Et la dernière année de son vivant, à cette doyenne des médiums, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises et j'ai fait des entretiens avec elle. Alors je vais dire en quelque sorte, ça fait partie de ma... moi c'est important aussi que j'aille voir ce qui se passe, un peu comme une enquête sociologique, pas seulement parce qu'elle m'a fait des choses aussi pour moi, j'ai questionné, enfin j'avais besoin de la questionner d'ailleurs, mais c'est pas ce que j'avais cherché. Là c'était l'idée justement pour moi de visiter, c'est quoi cet invisible? Qu'est-ce qui se passe dans cet invisible? Quel est le vécu du médium? Quel est le travail qu'il fait? Et puis surtout, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ce travail visionnaire?
qu'est-ce qui se passe dans l'instance, dans l'économie visionnaire, dans l'imaginaire visionnaire, on pourrait dire, avec une certaine forme de mise à distance. Et on a, à travers ce livre, et les témoignages de Mémé Rifard, comme on l'appelait à la fin de sa vie, puisqu'elle a fait des choses, enfin, elle a travaillé jusqu'à 93 ans, et on a des témoignages assez intéressants et étonnants là-dessus. Et tout ça est associé, évidemment, c'est le musée de l'invisible, avec des contributions d'artistes. Il y a Charles Eckes qui a fait une série de dessins, spécialement, en rentrant dans une espèce de relation avec le... Mais je vous laisse aussi un ouvrage ici. Donc juste pour vous dire que ça, c'est un élément extrêmement important aussi et on a fait les premières rencontres à l'occasion de l'exposition à la Maison de la Poésie à Paris. On a fait les premières rencontres art et médiumnité du musée de l'invisible, en invitant philosophes, médiums, chercheurs. Et l'idée là, c'est peut-être de réouvrir une collaboration avec l'Institut métapsychique international qui a été créé au début des années, au début du XXe siècle à Paris, justement, avec des collèges de scientifiques, avec des prix Nobel, il y avait Pierre et Marie Curie, il y avait vraiment, là c'était vraiment du lourd du point de vue scientifique, mais ils allaient voir ce qui se passait. Je pense que ça les intéressait beaucoup d'étudier ce qui se passe, voire même de tester. C'est dans ce cadre-là que Augustin Lesage a fait des œuvres en particulier, a été testé aussi pour... Donc l'idée, c'est peut-être de revisiter ça. Donc voilà, par exemple, le type de dessin que réalise Philippe Deloison, où il voit, il rentre dans des états de concentration et de méditation, en fait. Il fait ça par la méditation, et il a carrément, enfin, ce qu'il nous dit, des visions, il entend même des choses. Alors il photographie aussi les fameuses orbes, on parlait avec quelqu'un des spectres ou des fantômes, ben là on est servi. C'est tout simplement avec un appareil numérique. Il photographie et lui, alors bon, il arrive à capter, soi-disant, des visages, des entités, on ne sait pas trop. Bon. Donc ça c'est pour la petite histoire, ça c'est une photo qu'il a prise au-dessus de ma tête. Ouais. Lors des rencontres art et médiumnité. Et puis surtout pour Athénor, il a reçu quelques messages, à la fois, donc des fois il dessine même des deux mains, main gauche, main droite, et avec un crayon aussi dans la bouche. Et il laisse partir les choses comme ça. C'est pour ça que le texte, des fois, a un côté un peu de ligne d'encéphalogramme. Mais il l'a écrit ensuite. Et notamment, il y a un message très important. Il m'a dit, oui, le cristal m'a parlé. Le cristal a un message très important qu'il faut relier dans l'exposition. Le message, c'est celui-là. Est-ce que vous arrivez à lire la paix est dans tes mains, ne divise pas la pierre. Ça vous fait penser à quelque chose, non? Yannick, non, pas spécialement. Non, je pense pas que ce soit ça. Non, par contre, ça nous renvoie directement, évidemment, à la fission et au nucléaire. C'est ça dont il s'agit, en fait. C'est-à-dire que, et le commentaire de Loison, c'est de dire, non, effectivement, il y a des puissances incommensurables dans cette matière, dans le minéral, et c'est vrai qu'on commence à traficoter ça, et qu'il faudrait faire extrêmement attention. Enfin voilà, c'est le type aussi de choses que je laisse advenir, voire même que je vais chercher, et qui participent de cette aventure du musée de l'invisible. Voilà par exemple une des les peintures qu'il réalise, c'est un peu ces icônes qu'il réalise chez lui. Donc là on a un fond lapis lazuli, tout le reste c'est des diamants. Enfin il peint des diamants, mais il ne fait pas que peindre des diamants en fait, il peint la perception qu'il a des diamants. Et ce personnage qui est pour lui un peu l'esprit de lumière, une sorte d'entité comme ça, qui est hermaphrodite, moitié homme, moitié femme. Et puis je le questionne de Loison, je lui dis mais c'est quoi les deux petites choses qu'il y a à côté, sur les côtés là? Elle me dit alors ça, ce sont des boosters cosmiques. Bon, des boosters cosmiques. Il me dit oui, c'est très important parce que je dis mais il y a comme des émeraudes vertes. Il me dit oui, c'est des émeraudes, en fait c'est comme des. C'est ce qui va propulser. Et il me dit en fait c'est des tableaux qui sont faits pour partir, pour envoyer des messages dans le cosmos. Donc, je relaye. L'exposition, on a aussi évoqué, il y a pas mal
de documentation aussi liée à l'alchimie, notamment cette gravure de Rembrandt, qui est intitulée aujourd'hui Le Docteur Faust, mais qui originellement aurait eu un titre dédié à l'alchimie. On a alors, soit l'alchimiste, alors est-ce que c'est pas Rembrandt lui-même d'ailleurs, peut-être une forme d'autoportrait, avec une vision d'une lumière dans laquelle il y a un texte qui a été décrypté sans problème, et qui évidemment parle de l'illumination, du rapport à la lumière. Donc là, ça nous ramène à un certain nombre d'artistes de l'histoire de l'art qui effectivement étaient liés à ces dimensions. Et c'est vrai qu'on a plutôt l'attitude de mettre ça un peu sous le boisseau. Je vais prendre juste un petit exemple, c'est celui de Jérôme Bosch. Ah oui, Jérôme Bosch, il y a vraiment des controverses sérieuses là-dessus. Hein. Certains ont voulu faire de Bosch un initié. Certains historiens ont dit que c'est même pas, c'est faux, on n'a pas de preuves. Donc il y a une grande exposition Bosch cet été à Madrid, au Prado, vraiment magnifique, il y a quasiment tout, notamment le Jardin des Délices. Et c'est vrai que dans le catalogue, dans les textes très sérieux, des historiens d'art reconnus spécialistes, on sent qu'il y a une réouverture de cette question-là. Mais c'est vrai que on sent que c'est difficile de la prendre cette question. On ne sait pas trop comment la prendre. Bref, en tout cas, il y a aussi des perspectives qui se réouvrent de ce côté. Ça, c'est une image d'une proposition de Myriam Meshita, qui la montre d'ailleurs au travail. C'est vrai que Myriam, depuis quelques temps, travaille au niveau de la fonte. Bon, je vais aller un peu plus vite. Là, c'est la deuxième partie de l'exposition qui s'intitule Le laboratoire des alchimistes, où là, il s'agit d'associer, donc c'est un peu à la fois peut-être le laboratoire aussi du musée invisible, évidemment, où il s'agit à la fois d'associer des œuvres et des éléments qui ne sont pas directement des œuvres, notamment avec des minéraux que le public peut expérimenter en les touchant. Il y a une œuvre qui a été faite comme ça par Jean-Jacques Rullier, justement, à partir des 24 pierres d'Hildegard de Bingen, que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a aussi des pierres qui sont présentes pour elles-mêmes, soit qui ont été travaillées. Donc là, c'est par exemple un serpent, un ouroboros, qui a été réalisé en serpentine par Josiane Capel, Josiane qui n'est pas du tout artiste d'ailleurs. Josiane, c'est la femme de Pierre Capel, et elle n'a jamais fait une sculpture de sa vie, sauf qu'à côté de chez elle, il y a une carrière de serpentine, et un jour, elle a pris sa meuleuse, et elle a fait ce serpent. Et Josiane Capel ne connaît rien à l'alchimie, et en fait, elle a fait un des symboles premiers de l'alchimie, qui est le fameux ouroboros, le serpent qui se mord la queue. En serpentiné, qu'on peut évidemment. Donc c'est un élément aussi assez intéressant, presque de l'ordre de l'art brut, entre guillemets. Labradorite, il y a par exemple une labradorite dans l'exposition. Alors la labradorite, donc là je vous regarde peut-être, je ne sais pas si parmi vous, mais sans doute, hein, il y a de plus en plus de personnes qui ont des pierres avec eux. C'est quelque chose qui est en pleine expansion, hein, à travers ce qu'on appelle la lithothérapie. Donc je ne suis pas là pour faire la pub, hein. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la lithothérapie. Hein. Il faut toujours produire une forme d'avertissement, ce n'est pas une médecine. Hein. On peut travailler avec les pierres, d'ailleurs c'est intéressant de travailler avec les pierres, mais il faut bien savoir où on va. Il ne s'agit pas de soigner tout et rien avec ça, ça peut intervenir effectivement mais il faut être conscient de ça. Bref, toujours est-il que effectivement, les pierres peuvent avoir un certain nombre d'interactions avec le corps humain. Donc par exemple, la labradorite, c'est une pierre qu'on trouve souvent chez les thérapeutes, même des fois chez les généralistes conventionnels. Pourquoi? Parce qu'elle a soi-disant la capacité de... en fait, voilà, c'est ça, merci. Qui c'est qui a parlé? C'est vous. Effectivement, d'absorber c'est-à-dire de faire écran en fait. Ça permet aux soigneurs de soigner sans prendre le mal de celui qui soigne. Hein, donc il y a une espèce de barrière, effectivement, de protection. Deuxième vertu intéressante, c'est aussi une pierre défatigante. Alors ça, moi, j'en ai fait l'expérience et c'est vrai. Hein, je fais des centaines de kilomètres en voiture, j'ai souvent ma petite labradorite avec moi. Hein, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe de particulier. Et puis, troisième élément aussi intéressant, c'est que c'est une pierre qui serait, si vous voulez vous faire des amis ou des copains, prenez une labradorite. Il paraît qu'il y a quelque chose de la sociabilité qui se met en route. On a aussi de la tourmaline noire, hein, une magnifique tourmaline noire incrustée de pyrite et de cristal de roche.
une pièce qui est haute comme ça. Donc là aussi, la tourmaline, c'est considéré comme une pierre de protection et c'est aussi soi-disant une très bonne pierre contre la pollution électromagnétique aussi. Hein, on conseille de mettre la tourmaline à côté de votre box Wi-Fi ou sur votre bureau à côté de l'ordi, une grosse tourmaline noire, et normalement ça doit vraiment limiter les dégâts considérables, il faut le dire, de cette pollution électromagnétique. Donc je parlais de la polarité, dans l'exposition à Tanor, au centre de la première salle comme au centre de la seconde, on a ces objets, ces outils qui sont en fait des polarisateurs. Et c'est vrai que c'est aussi une dimension que j'ai découvert grâce à Olivier Roux, que je ne connaissais pas. Donc Olivier Roux, lui, c'est quelqu'un qui vient plutôt qui fait du design, qui fait du mobilier, il fait à la fois des lits, il fait des tables de soins, il fait du mobilier, et en travaillant le bois de manière polarisée, c'est-à-dire qu'il va respecter à la fois le sens de la pousse, hein, de l'arbre, et le sens de la coupe, et il va réassembler l'arbre, comme dans, par exemple, la tradition des charpentiers japonais, c'est exactement ça. Hein, il y a une espèce d'organicité qui est réorganisée entre le moment où l'arbre a poussé, ce qu'il a enregistré, parce que disant, les arbres peuvent enregistrer le magnétisme terrestre. Et quand, voilà, c'est ça le magnétisme terrestre, hein, vous êtes le qui n'a pas vu cette image, hein, avec les deux pôles et ces circulations de flux d'énergie qui peuvent fonctionner dans différents sens d'ailleurs, avec différents foyers, hein, parce qu'il n'y a pas que les deux pôles, mais en fait il y a une multitude de pôles. Hein. Et on commence même à pouvoir mesurer ces émanations d'énergie ou ces circulations d'énergie, soit dans un sens tertiel, soit dans le sens inverse. C'est exactement ce qu'on a fait dans l'exposition avec ces deux objets. Celui-ci dans la première salle fonctionne dans le sens tertiaire. Donc c'est plutôt, on parlait d'ancrage avec quelqu'un tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment un outil et une instance d'ancrage, hein, dans le sens tertiaire. Donc l'idée c'est de se remettre dans ce flux, hein, de circulation. Un, c'est de favoriser avec l'objet cette circulation, et deux, c'est de se réinscrire dedans. Et là c'était dans le sens inverse, dans le sens et c'est vrai que cette question de la polarité, on la retrouve effectivement dans, donc là c'est la chapelle de l'église Saint-Gervais à Paris, qui est réputée pour être un endroit assez particulier dans les églises à Paris, où il y a toujours du monde, il y a des gens qui viennent en particulier pour se réénergiser, qui n'ont rien à voir avec la religion chrétienne ou catholique, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que l'architecture des églises en Europe, hein, et même des lieux de culte dans d'autres endroits, est complètement liée à ça. En fait, il faut regarder les églises, romaines notamment, et surtout gothiques, comme de véritables machines, hein, pas seulement comme des lieux de prière et de culte, okay, mais surtout, et c'est aussi un regard qui est intéressant à développer, comme de véritables machines, hein, de reconnexion, de remise dans les flux entre la terre et le ciel. Et c'est vrai que quand on fait l'expérience de certains de ces lieux, on peut ressentir, quand on y est attentif, alors, soit on n'y est sensible ou pas, mais on peut ressentir des choses très particulières au niveau du corps. Donc voilà, et je finis par cette vidéo, parce que c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure en fait. Tout à l'heure, en faisant la mise au menhir, j'ai un petit clin d'œil pour nos amis bretons, évidemment, ici. Puisque c'est ce qui se passe aussi, soi-disant, dans les aliments des carnages. Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi, hein, dans ce travail-là de mise en relation entre les énergies du sol et les énergies du dessous, Donc voilà, je voulais vous remercier pour avoir fait l'expérience tout à l'heure. Et puis, oui, c'est une technique en avant-goût et on peut le développer de plein de manières différentes. Et merci de votre attention aussi.